Bonjour, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont visionné les 4 premières capsules et profiter aussi pour souhaiter une bonne rentrée à toutes et à tous en espérant que vous avez passé un très bel été. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu différent des sujets que j'ai eu à traiter jusqu'à présent. Il s'agit de la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation ou globalisation pour les anglo-saxons est le processus d'ouverture de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. La mondialisation est favorisée par l'interdépendance entre les hommes, la déréglementation, la libéralisation des échanges, la délocalisation de l'activité, la fluidité des mouvements financiers, le développement des moyens de télécommunication et de transport, etc. Considérée comme une force irrésistible et bienfaisante qui apportera la prospérité économique à tous les habitants de la planète, elle est aussi appréhendée, surtout par les anti- ou les altermondialistes, comme la source de tous les maux qui minent le monde actuel. Notion purement économique au départ, la mondialisation peut être aussi un concept philosophique puissant, pouvant favoriser la compréhension des problèmes actuels de l'humanité, entre autres. La résurgence des conflits armés résultant le plus souvent de la conquête des marchés considérés comme des no man's land, notamment dans les pays en voie de développement, l'espionnage industriel et militaire entre les grandes puissances, la course effrénée à l'innovation, notamment par les grandes entreprises de télécommunications, les habitudes de consommation effrénées, la chasse aux réserves mondiales d'hydrocarbures, etc. Loin d'être un concept nouveau apparu dans les années 90, la mondialisation est en effet une notion très ancienne car le désir de l'homo sapiens de conquérir des espaces nouveaux est aussi vieux que le monde. En effet, dès l'Empire romain, une première mondialisation s'est organisée autour de la Méditerranée. Mais il faut attendre les grandes découvertes du XVe siècle sur la navigation, entre autres la découverte de la boussole, la caravelle, les moyens de transport sur la mer, pour assister à la connexion entre les différentes sociétés de la Terre et la mise en place de cette économie monde décrite par l'historien Fernand Braudel. Sans nous appesantir sur les détails historiques de la mondialisation, il est important de constater que le premier grand moment de cette mondialisation de l'ère moderne, c'est sans aucun doute la révolution industrielle et scientifique du XVIIe et du XVIIIe siècle, précisément en Europe. Cette révolution va tenter d'élaborer à partir de plusieurs discours locaux, qu'on peut par exemple citer la mythologie grecque, la tradition orale africaine, la sagesse asiatique, un discours universel capable de décrire la réalité quel que soit l'endroit où l'on se trouve. En effet, c'est en ce moment qu'on voit apparaître pour la première fois dans l'humanité un discours scientifique qui est en réalité le premier langage universel. Par exemple, 1 plus 1 font 2 font 2. Ceci est une vérité scientifique qui transcende les frontières et qui s'applique aussi bien aux Africains, aux Occidentaux, aux Asiatiques, aux Amérindiens, etc. L'événement majeur dans la mondialisation va être l'arrivée d'Internet dans les années 80 qui va rendre quasi instantané les marchés financiers. En effet, la mise en place des réseaux mondiaux de production et d'information, notamment les nouvelles technologies d'information et de la communication, va faire reculer les frontières entre les nations et la communication qui était jusque-là réservée entre individus dans un espace bien précis va s'élargir au monde entier. Ainsi, la compétition capitaliste ne va plus se jouer à l'intérieur d'un État, elle va devenir mondiale. Cet élargissement des marchés va rendre la compétition féroce, faisant prévaloir la raison du plus fort comme le mode de fonctionnement social. Compétition à l'échelle mondiale, conquête de nouveaux marchés, investissement direct étranger, commerce transfrontalier, flux financier, développement technologique, interdépendance, évolution des politiques, course à l'innovation, voilà ce qui caractérise cette mondialisation qui va être perçue
en définitive, surtout par les anti-mondialistes, comme une forme actuelle et nouvelle d'extension du capitalisme qui relance une nouvelle accumulation du capital tant décriée au siècle dernier. S'agissant de la course à l'innovation, elle se fait à un rythme effréné et semble ne plus répondre à sa fonction première qui est de faciliter la condition de vie de l'humain. En fait, l'innovation au départ visait à favoriser, faciliter les conditions de vie. Mais avec la mondialisation, elle n'a plus de sens. L'un des symboles actuels de la mondialisation sur lesquels pèse le poids de l'innovation, c'est ce petit objet que je tiens en main, appelé le téléphone intelligent. En effet, c'est l'objet sur lequel se livre une compétition féroce qui symbolise paradoxalement le monde sans frontières dans lequel nous vivons. Les grands fabricants de smartphones, encore appelés téléphones intelligents, savent une et une seule chose. Si le prochain téléphone qu'ils mettent sur le marché n'est pas plus innovant que le précédent, notamment la connexion Internet 3 ou 4G, la mémoire, la caméra et l'écran HD, etc., et les fonctionnalités, on peut en citer plusieurs, il sera tout simplement mort avant d'être mis sur le marché et sera tout simplement ravalé par l'autre fabricant. Vous connaissez tous les grands fabricants, on ne peut pas les citer. À cet effet, l'innovation n'est plus un projet de société pour faire avancer l'humanité, mais une nécessité pour les chefs d'entreprise qui se trouvent dans l'obligation d'innover pour innover au risque de tout simplement disparaître. Et que dire maintenant des Africains face à la mondialisation? Quel est son apport sur le continent africain? Le marché mondial est largement resté inaccessible pour l'Afrique en raison de la pauvreté des États et de la fragilité des institutions. Paradoxalement, les effets pervers de la mondialisation semblent se concentrer sur ce continent qui, avec ses 780 millions d'habitants, représente un dixième de la population de la planète et qui apparaît aujourd'hui comme un no man's land que se disputent les anciennes puissances colonisatrices. Tout récemment, la Chine, forte de ses 7,2 milliards d'individus, s'est invitée sur le continent africain en quête de nouveaux marchés où elle entend jouer les troubles faits au détriment des anciennes puissances qui ont toujours perçu l'Afrique comme une chasse gardée. La pauvreté, l'inégalité, l'exclusion, la discrimination, la guerre, les maladies, les caprices du climat et de la météorologie. Voilà, ces facteurs apparaissent pour le moment comme les traits saillants de l'Afrique à l'heure de la mondialisation. Malgré ce tableau quelque peu lugubre, de nombreux discours émanant des institutions financières et des coopérations internationales mettent en avant Internet comme un outil qui facilite le désenclavement de l'Afrique, qui redynamise l'activité locale et qui permet d'acquérir une meilleure productivité et de créer de nouveaux emplois dans une société ou dans un milieu où l'emploi est souvent très rare. Il faciliterait ainsi les communications commerciales en les rendant plus rapides et moins coûteuses, ce qui permet de pallier la faiblesse des infrastructures de base et d'augmenter la compétitivité dans un continent marqué toujours par la pauvreté. En conclusion, la mondialisation, mouvement de rapprochement des économies mondiales, compte déjà une longue histoire d'opposition entre libre-échangistes et protectionnistes. Elle est devenue cependant le phénomène majeur de notre époque voué à l'expansion. C'est à son diapason que se mettent les économies du monde, à la fois nationales et internationales. Face à l'évolution progressive des marchés financiers, au poids croissant des investisseurs financiers, tandis que le rôle de l'État-nation traditionnel s'amenuise, la mondialisation suscite d'importantes controverses dans un monde en proie à de profondes mutations. N'ayant pas tenu ses promesses jusqu'à présent, la mondialisation soulève de nombreux problèmes pour les moins épineux pour les États. Entre autres,
délocalisation des entreprises, problème de la main-d'œuvre, inégalité entre le Nord et le Sud, le pouvoir quasi illimité des multinationales, la concurrence déloyale, la guerre, etc. Je vais donc terminer sur ces questions quelque peu épineuses. Quel monde allons-nous laisser aux générations futures après la mondialisation? Voilà une question. Est-ce qu'on va leur laisser une dette insurmontable à relever? Est-ce qu'on va laisser un monde en guerre? Ça, c'est une question qui se pose avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine présentement, et un peu partout en Afrique. Est-ce qu'on va leur laisser de quoi payer les soins de santé, l'éducation pour les enfants? Quel sera l'avenir des nations dites sous-développées? Je vous laisse le soin de continuer la réflexion en tentant de répondre à ces quelques questionnements. Merci pour votre indulgence et votre compréhension. Et merci de me faire confiance en visionnant cette capsule. À très bientôt.